Shutter Island est l'un des films les plus discutés parmi les critiques de cinéma. Cependant, malgré de nombreuses critiques, certaines questions restent sans réponse. Par exemple, dans le film, les origines allemandes du docteur Nering sont mentionnées. La prononciation est Sergut, presque parfaite. Il n'y a presque pas d'accent. Seules les consonnes sont un peu dures. Il y a des références au camp de concentration nazi. Ainsi que ce monologue étrange du gardien. Dieu aime la violence. Pourquoi tous ces détails sont-ils nécessaires, alors que l'intrigue aurait très bien pu être construite sans eux ? Le personnage principal, qui vit la mort tragique de ses enfants, tue sa femme et, incapable de supporter son chagrin, sombre dans la folie et s'invente une nouvelle réalité. Même sans ces éléments, l'intrigue aurait été compréhensible et autonome. Cependant, les auteurs ont délibérément introduit ces événements, et dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à la question « Pourquoi ?» Pour commencer, j'aimerais brièvement mentionner ce qui est discuté comme signification principale dans d'autres vidéos. L'un des sujets les plus fréquemment abordés dans les analyses du film L'île des damnés est l'explication de la phrase finale du personnage principal. Qu'est-ce qui est mieux, à ton avis? Vivre en monstre ou mourir en homme? Beaucoup pensent que la signification de cette phrase, ainsi que le fait de savoir si le héros a délibérément choisi de subir une lobotomie, incapable de vivre avec la conscience de ce qui s'est passé, éclaire le véritable sens du film. Cependant, il y a un fait qui annule complètement la signification de cette phrase pour la compréhension de l'essence du film. Dans le livre original de Dennis Lehane, qui est très proche du scénario du film, cette phrase n'existe tout simplement pas. Sur ce point, on peut clore la discussion sur la signification de cette phrase pour expliquer le sens du film. Un autre sujet de discussion concerne le débat sur la question de savoir si le personnage principal est réellement un patient de la clinique ou s'il est en réalité un marshal que l'on essaie simplement de rendre fou. Cependant, compte tenu de la source originale, ce point de vue a également peu de chances d'être valable. L'opinion prédominante dans la plupart des analyses est que le sens principal du film réside dans le fait que Shutter Island démontre comment l'esprit humain peut créer une illusion pour se protéger d'une douleur de culpabilité insupportable. Cependant, à mon avis, c'est une explication trop évidente, et il me semble que le film contient un autre message, bien plus intéressant, auquel peu de gens ont prêté attention. Et ce n'est rien d'autre que le thème de la violence. L'un des souvenirs les plus marquants et douloureux de Teddy est sa participation à la libération du camp de concentration de Dachau pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet événement l'a profondément traumatisé et a laissé une marque indélébile dans sa conscience. Les visions liées à cet épisode incluent des scènes des conditions horribles dans lesquelles se trouvaient les prisonniers du camp, des exécutions de masse, des images de corps sans vie et la souffrance des détenus du camp. Je suis sorti près des baraquements et j'ai vu tant de corps au sol qu'on ne pouvait les compter. Ces images le hantent, provoquant de profondes réactions émotionnelles et psychologiques, la violence et la cruauté n'étant pas unilatérales. Teddy se souvient également de la façon dont les soldats américains tuaient les gardes allemands du camp de concentration. De plus, il y a aussi une scène dans le bureau de l'adjoint du commandant de Dachau. Nous voyons le commandant en train de saigner, mais nous ne comprenons pas le contexte de cette scène. Heureusement, ce moment est décrit plus en détail dans le livre, ce qui aide à mieux en comprendre la signification. Ce souvenir revient à Teddy au moment même où il entend de la musique dans le bureau du docteur Nering. Belle musique. Qui est-ce, Brahms? Non. C'est Mahler. C'est un classique, a dit Teddy, quelque chose de prussien. Il se rappela les cafés à l'étranger et la collection de disques dans le bureau de l'adjoint du commandant de Dachau, dont un qu'il écoutait en se tirant une balle dans la bouche. L'officier était encore en vie lorsque Teddy et 4 autres soldats sont entrés. Il gargouillait du sang et essayait sans cesse d'atteindre le pistolet qui était tombé de ses mains après le premier tir. La musique veloutée se répandait dans la pièce comme des araignées. Il a mis une vingtaine de minutes à mourir, pendant que 2 soldats fouillaient à la pièce, demandant de temps en temps à Der Commandant s'il avait mal.
Quand Teddy lui a pris la photo encadrée où il était avec sa femme et ses 2 enfants, il a écarquillé les yeux et a tendu la main vers la photo. Teddy, quant à lui, fit un pas en arrière et promena son regard de la photo à l'homme allongé. D'avant en arrière, jusqu'à ce que l'homme rende son dernier souffle. Et pendant tout ce temps, la musique jouait. D'après la description dans le livre, comme dans le film, il est clair que Teddy n'était pas simplement présent lors de la perquisition, il se moquait du commandant mourant, soit en considérant cela comme un acte de vengeance, soit en y prenant du plaisir. Ce n'est pas un hasard si, dans le film, il est souvent mentionné que le personnage principal a une tendance à la violence. L'ex-marshal fédéral est enclin à la violence. Le patient le plus dangereux de la clinique? C'est ce que dit le docteur Nering. Les gens comme vous sont ma spécialité. Des gens issus d'un monde de violence. C'est ce que dit le gardien. La violence coule dans tes veines. Tout le passé de Teddy est littéralement imprégné de violence. Il a vu la violence à la guerre, il a commis des actes violents envers ses ennemis. Quand il est revenu, la violence l'attendait encore. Sa femme perdait peu à peu la raison, ce qui a conduit à la mort de leurs enfants, un acte de violence. La réaction de Teddy a de nouveau été la violence. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime tellement. Dans la clinique où Teddy a été admis, la violence était également présente dès le début. Le docteur John Cowley dit que sa méthode est radicalement différente de celles habituellement utilisées pour les patients dans cette clinique. J'ai fait une vraie percée, mais ce n'est pas encore compris. Tout le monde veut des résultats rapides, comme toujours. En fait, ce qu'ils font avec Teddy est une expérience dont le but est de laisser derrière soi les méthodes habituellement utilisées avec ce genre de patients. Autrefois, des patients comme les nôtres étaient condamnés aux chaînes et à mourir dans la saleté. On les battait, comme si les coups de fouet pouvaient chasser la psychose. On leur enfonçait des vis dans le cerveau et on les plongeait dans de l'eau glacée jusqu'à l'inconscience ou la noyade. Cela concerne avant tout la lobotomie. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler que c'est l'une des pages les plus honteuses de l'histoire de la médecine du XXe siècle. Une procédure après laquelle une personne devenait un légume sans volonté, et cela s'appelait un traitement. Certains pensent que cela rend la raison et la paix, d'autres que cela transforme en zombie. Cependant, le personnage le plus intéressant de l'hôpital est sans doute le gardien qui conduit Teddy. Dieu aime la violence. Tout est imprégné de violence et elle est en nous, dans nos veines. Pendant le trajet, il prononce un tel monologue qu'il devient absolument clair que la violence est le thème central du film. Nous faisons la guerre, nous sacrifions, nous tuons, nous pillons et nous déchirons la chair de nos frères. Tout cela parce que Dieu nous a donné la violence pour le glorifier lui-même. J'aimerais accorder une attention particulière à ce dialogue, car c'est précisément en lui que sont exprimées les thèses clés qui relient tout ce qui se passe. S'il n'y avait pas de facteur de retenue sous la forme de la société, et si je t'empêchais de satisfaire ta faim, tu m'aurais fracassé le crâne avec une pierre et dévoré ma chair. Si le docteur Nering, supposément, cache ses racines nazies, le gardien, lui, exprime ouvertement son idéologie étrange, imprégnée de violence. Si je voulais te planter les doigts dans les yeux, pourrais-tu m'arrêter avant que je t'aveugle? Eh bien, essayez donc. Ça, c'est dans notre style. Un homme qui considère la violence comme un bien, et sous son contrôle se trouvent des dizaines de patients privés de tous leurs droits. Il n'est pas difficile d'imaginer ce qui peut arriver à ces personnes sans droit sous sa direction. Dans l'une des scènes, on voit un groupe de malades qui vivent dans des conditions à peine meilleures que celles des personnes dans les camps de concentration. J'ai vu ces visages des milliers de fois. Je t'en supplie, avant que je ne tue à nouveau. Et on peut encore mettre ça sur le compte des hallucinations de Teddy, mais j'ai tendance à croire que c'est la réalité, pas un délire ou une vision. Tous les patients du bâtiment C doivent être immobilisés. Si tu les enchaînes au sol, ils mourront. 24 personnes. Tu pourras vivre tranquillement après ça? Si c'était moi qui décidais, j'immobiliserais aussi chacun des 42 patients des bâtiments A et B. En résumé, la thématique de la violence imprègne profondément tout le film Shutter Island. Le protagoniste principal est confronté à la violence à chaque étape de sa vie. Dans le passé, il a participé à la libération du camp de concentration de Dachau, où la violence a atteint son paroxysme. Il a plusieurs fois usé de violence contre ses ennemis et, après la guerre, s'est retrouvé encore pris dans ce cycle. Sa femme devenue folle a tué leurs enfants et en réponse, lui aussi a eu recours à la violence. Ce cercle vicieux l'a conduit à la folie et il s'est retrouvé dans un hôpital psychiatrique.
Mais la violence est présente même là-bas. Les patients de la clinique sont des criminels dangereux ayant commis des actes de violence horribles et on leur applique des méthodes tout aussi cruelles que l'on appelle traitement. Savez-vous ce qui se passe aujourd'hui en psychiatrie, messieurs? C'est la guerre. Les partisans de l'ancienne école soutiennent la psychochirurgie, des procédures comme la lobotomie transorbitale. Ainsi, tout le film est littéralement imprégné de violence, des tragédies personnelles du protagoniste jusqu'aux méthodes de traitement brutales de la clinique. La violence ressemble à une maladie incurable qui a frappé l'humanité et l'on se souvient malgré soi du dialogue du gardien. Dieu aime la violence. Tout est imprégné de violence. Et elle est en nous, dans nos veines. Et s'il avait raison, la violence fait-elle partie de notre essence ? La violence est étroitement liée au concept d'agression. L'agression est un comportement complexe et multifacette qui possède des racines évolutives profondes. Elle joue un rôle important dans la survie et l'adaptation des êtres vivants, y compris l'homme. Mais pourquoi l'agression a-t-elle été une partie si importante du processus évolutif ? Et pourquoi persiste-t-elle encore dans notre comportement, alors que les conditions de vie modernes n'exigent souvent plus sa manifestation ? L'agression est l'une des principales réactions de l'organisme face aux menaces et aux situations stressantes. C'est une réaction visant à s'opposer activement à la source des ennuis. Dans un contexte évolutif, l'agression aidait à résoudre plusieurs tâches clés. Dans la nature, les ressources telles que la nourriture, l'eau et l'espace de vie sont limitées. L'agression aidait les animaux à protéger leur territoire et leurs ressources contre les concurrents. Au cours de l'évolution, l'agression a également joué un rôle important dans la sélection sexuelle. Les mâles de nombreuses espèces s'affrontent pour prouver leur force et gagner le droit de s'accoupler avec la femelle. Les vainqueurs transmettaient leurs gènes à la génération suivante. En favorisant la propagation des traits agressifs, l'agression aide à établir et à maintenir la hiérarchie sociale dans les groupes d'animaux. Les individus dominants utilisent un comportement agressif pour contrôler les autres membres du groupe, ce qui permet une répartition plus efficace des ressources et réduit le nombre de conflits au sein du groupe. Bien que les conditions de vie modernes n'exigent souvent plus de comportements agressifs pour survivre, l'agressivité continue d'exister dans la nature humaine en raison de notre héritage évolutif. Les comportements ancrés au cours de l'évolution sont difficiles à modifier en peu de temps. Notre cerveau et notre physiologie conservent encore des mécanismes développés par nos ancêtres pour survivre dans des conditions difficiles. Des recherches montrent que le comportement agressif peut même être en partie déterminé génétiquement. L'un des gènes connus associés à l'agressivité est souvent appelé le gène du guerrier. Ce gène code pour l'enzyme monoamine oxydase A, qui joue un rôle clé dans la régulation des neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine. Des études montrent que des variations de ce gène peuvent être associées à une agressivité accrue chez certaines personnes. Cependant, la présence de ce gène ne signifie pas nécessairement qu'une personne sera agressive. L'environnement, l'éducation et l'expérience individuelle jouent également un rôle important. C'est précisément ce genre d'expérience que vit le personnage principal, qui joue ainsi le rôle de déclencheur. Ainsi, l'agressivité et son produit dérivé, la violence, constituent un aspect profondément enraciné de la nature humaine, façonné au cours de l'évolution. La violence est dans ton sang. Je le sais parce qu'elle est aussi dans le mien. Alors quoi, cela veut-il dire que le gardien a raison et que tout le film justifie la violence ? Pas du tout, car reconnaître un fait ne signifie pas l'excuser. Shutter Island est une œuvre qui plonge profondément dans le thème de la violence, en explorant son influence omniprésente sur la nature humaine et la société dans son ensemble. Le personnage principal, Teddy Daniels, devient la figure centrale de cette exploration. Dans sa tentative de faire face à la douleur et à la culpabilité, Teddy crée une réalité alternative où il est marshal fédéral enquêtant sur la disparition d'une patiente. Ce déni de la violence lui permet de fuir temporairement la prise de conscience de ses actes et de leurs conséquences. Le 67e patient d'Ashcliffe, c'est toi, André. Cependant, le déni de la violence n'est pas seulement un moyen de faire face à un traumatisme personnel, il reflète une tendance plus large dans la société.
Tout comme Teddy, la société préfère souvent fermer les yeux sur la violence qui l'entoure, niant son existence. La société vit dans un monde d'illusions, où l'homme est considéré comme un être exclusivement bon et civilisé. Mais lorsque cet être bon et civilisé se retrouve dans un environnement particulier, il se transforme soudainement en quelque chose d'autre. Nous sommes toujours surpris lorsque nous apprenons des cas horribles de violence dans des milieux où cela fait partie de la profession, dans les prisons, parmi les militaires, dans les hôpitaux psychiatriques, lors des opérations militaires. Dans les cas où une personne détient un certain pouvoir et se rend compte de son impunité, il se produit pour une raison quelconque des choses terribles et inhumaines. Je me souviens de Dachau. Là-bas, nous avons vu de quoi les gens sont capables les uns envers les autres. En fin de compte, nier la violence ne conduit pas à sa disparition. Dans Shutter Island, le point culminant de l'intrigue survient lorsque Teddy est confronté à la vérité sur son identité et ses actes. Reconnaître sa culpabilité et accepter la réalité est une étape douloureuse mais nécessaire sur le chemin de la guérison, que le protagoniste n'a jamais pu franchir. Reconnaître le fait que la violence fait partie intégrante de la nature humaine ne signifie pas l'approuver. Au contraire, prendre conscience de cette réalité peut être la première étape pour la surmonter. Lorsque nous reconnaissons l'existence de la violence, nous pouvons commencer à chercher des moyens de la prévenir et peut-être trouver des voies vers un monde plus pacifique et plus juste. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la soutenir en mettant un like et en vous abonnant. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez les analyses de films classiques, vous trouverez beaucoup de choses intéressantes sur la page d'accueil de la chaîne. J'ai également ajouté ces vidéos dans une playlist spéciale dont le lien devrait apparaître maintenant sur votre écran.